Bonjour à tous, donc je me présente Thomas Dinard, donc je représente aujourd'hui la société EGI Géotechnique. Il m'a été confié la responsabilité de réaliser une présentation sur les thématiques de puissance installée et de puissance exploitable. Donc mon exposé va s'articuler autour de trois aspects: la mise en perspective des notions, l'analyse ainsi que la proposition de recommandations. Donc concernant la présentation, celle-ci va être réalisée en 4 chapitres. Donc le premier chapitre sera consacré à la présentation du contexte ainsi qu'à la définition des principales notions. Dans un second chapitre, je consacrerai la présentation de différents critères, paramètres et facteurs qui caractérisent le potentiel géothermique. Enfin, des études de cas seront présentées dans un troisième chapitre, avec notamment le Dock Midfield et le projet du métro d'Istanbul en Turquie. Enfin, le quatrième chapitre sera dédié à la proposition de recommandations liées à la thématique de l'exposé. Donc, dans le premier chapitre, je vais présenter le contexte de la présentation et je définirai les notions principales. Donc, tout d'abord, les géostructures énergétiques, je vais rappeler les principales caractéristiques. Donc, il s'agit tout simplement de structures géotechniques enterrées au sein desquelles un système échangeur aura été installé. Donc, cette technologie est basée sur le principe de la géothermie à très basse température. Donc, elle concerne vraiment tous les ouvrages géotechniques. Donc, elle est apparue dans les années 80 à 90 en Autriche, avec principalement à l'époque comme structure concernée le pieu. Donc le pieu était principalement à l'époque basé sur tous les retours d'expérience de sondes géothermiques verticales qui étaient à l'époque très répandues. Donc maintenant de nos jours, l'activation thermique, comme j'ai dit, concerne vraiment tous les types d'ouvrages, donc du pieu à la pare à moulée en passant par le radier et le tunnel. Donc ensuite, je voudrais rappeler que les géostructures énergétiques constituent vraiment une action d'opportunité, c'est-à-dire que les caractéristiques générales de l'ouvrage intégrant le système échangeur ne doivent en aucun cas être modifiées afin d'augmenter le rendement énergétique de l'installation. Changer par exemple les caractéristiques géométriques de l'ouvrage à des fins purement énergétiques ne serait pas viable économiquement et serait contraire au principe de base des géostructures énergétiques. Donc je voudrais également rappeler que la ressource géothermique peut être considérée comme une énergie renouvelable. Cette technologie intervient donc dans un très fort contexte de transition énergétique. Maintenant, je vais vous parler des différentes notions principales de cet exposé. Donc la puissance installée, qu'on appelle parfois puissance instantanée. Donc ces deux notions-là, puissance installée et puissance exploitable, désignent toutes les deux des puissances, mais définissent un point de vue différent. Donc la puissance installée va être définie selon les caractéristiques des tubes échangeurs ainsi que leur disposition. Par exemple, là c'est un exemple d'un écran énergétique. Tandis que la puissance exploitable sera définie à partir des caractéristiques du milieu, et donc de son potentiel vraiment géothermique. Après, elle sera également définie selon la méthode d'exploitation, mais à ce moment-là, on parlera plutôt de puissance exploitable à long terme. Donc l'enjeu principal de cette mise en perspective est de montrer la nécessité d'adapter la puissance installée en fonction de la puissance exploitable du terrain. Et je tiens à préciser également que cette nécessité est du rôle du concepteur du système échangeur, c'est-à-dire le bureau d'études techniques qui est en charge des études géothermiques. Donc j'ai précédemment introduit la notion de système échangeur. Donc ce système est composé de deux éléments qui sont différents, mais qui sont indissociables dans leur comportement et dans leur fonctionnement. Donc il y a le fluide caloporteur et les tubes échangeurs. Donc le fluide est dit caloporteur de par sa capacité à transporter des calories d'un point A à un point B, et les tubes échangeurs sont dits échangeurs de par leur capacité à permettre aux calories de transiter au travers la section du tube. Donc le fluide caloporteur est composé en règle générale à 75% d'eau pour 25% de glycol, des fois moins, des fois plus, glycol jouant un rôle d'antigel. Donc ce fluide circule à l'aide d'une pompe qui est placée généralement en amont du système. Donc cette pompe permet de régler le débit de circulation du fluide et ainsi par définition la vitesse d'écoulement au sein des tubes. Nombreuses études ont prouvé qu'une vitesse d'écoulement comprise entre 0,4 et 0,7 mètres par seconde permettait d'obtenir un régime dit transitoire entre un régime laminaire et un régime turbulent. Donc pourquoi ça? Tout simplement pour pouvoir profiter des échanges de chaleur favorisés par le régime turbulent, tout en limitant les pertes de charge qui sont également induites par ce type de régime d'écoulement. Enfin, je voudrais rajouter que la température de fonctionnement et de circulation du fluide est généralement comprise entre 1 degré et 35 degrés selon les modes de fonctionnement, été ou hiver. Donc les tubes échangeurs, eux, sont noyés dans la structure et sont généralement d'un diamètre compris entre 25 et 32 mm. Donc il s'agit vraiment de valeurs qui sont communément utilisées dans le cadre de projets géothermiques. Le matériau utilisé pour ces tubes est le polyéthylène haute densité, plus connu sous le nom de PEHD. Mais vraiment, la problématique principale dans le dimensionnement d'un système échangeur vient de la disposition géométrique. Tout concepteur d'un système échangeur va devoir jongler entre deux principes, qui sont les suivants. Si les tubes sont trop rapprochés,
peut y avoir des créations tout simplement de court-circuit thermique, alors que si les tubes sont trop éloignés, on aurait plutôt des pertes de rendement. Il convient vraiment de trouver le bon compromis. Donc ces deux principes se reposent principalement sur la notion de zone dite d'influence géométrique. C'est vraiment la zone périphérique à chacun des tubes qui est affectée thermiquement par la circulation d'un fluide en leur sein. Une estimation en première approche de l'espacement entre les différents tubes au sein d'une structure situerait la valeur entre 200 et 400 mm. C'est vraiment une première approche. Donc ainsi, on retrouve sur le schéma de droite le principe de base du fonctionnement d'un système échangeur, ici dans un pieu. Donc le flux caloporteur arrive en bleu à une certaine température. Il transite au travers de la structure béton, au travers des tubes échangeurs, libère ou alors capte des calories selon la température du fluide et va ensuite ressortir du tube échangeur à une température différente. Donc, comme je l'avais dit, la puissance exploitable dépend principalement du sous-sol et surtout de sa caractérisation et de son exploitation. Donc, le potentiel géothermique du sous-sol est caractérisé par deux sciences géotechniques, la géothermie et l'hydrogéologie. Donc, les trois principales caractéristiques géothermiques sont la conductivité thermique, tout simplement la capacité d'un matériau à échanger l'énergie par conduction, la capacité thermique volumique, qui est la grandeur qui correspond à la quantité d'énergie nécessaire à l'augmentation d'1 degré de température pour 1 mètre cube, enfin une unité cubique vraiment, de matériaux. Et enfin, la troisième caractéristique, plutôt la température initiale du sol, qui est aux alentours de 12-14 degrés en France métropolitaine. Donc les deux grandes caractéristiques également hydrogéologiques qui caractérisent le potentiel géothermique sont le degré de saturation, qui est généralement saturé dans la plupart des cas de géothermie. Et enfin, si jamais le terrain est bien saturé, s'il y a une présence d'un écoulement souterrain, la vitesse de Darcy permettra de quantifier cet écoulement. Donc l'exploitation de la ressource géothermique est également caractérisée par le scénario d'exploitation, qui est lui défini selon les besoins énergétiques. Alors on peut retrouver deux façons d'exploiter la ressource, de façon continue au cours d'un cycle, ou alors de façon intermittente. Le schéma sur la droite est tiré d'une étude réalisée par des universitaires au sein d'une université à Shanghai. Donc là, si on prend la courbe en rouge qui correspond à une utilisation continue et les courbes en vert qui correspondent à des exploitations intermittentes, si on compare les aires sous les courbes qui correspondent à une énergie en joules, on se rend bien compte que l'exploitation continue semble fournir plus d'énergie. Par contre, ça reste vraiment sur une petite période d'étude, donc il faudrait étudier sur une plus grande période et c'est vraiment quelque chose qu'il faudra étudier et vérifier. Donc, je vais maintenant présenter les principaux critères qui conditionnent l'équipement en échangeur thermique des géostructures énergétiques et ensuite je présenterai les risques qui pourraient limiter le rendement des géostructures thermiques. Donc là, tout simplement, il y a les critères présentés. Donc les critères présentés sont des paramètres qui mettent en avant la compatibilité du milieu avec une exploitation de sa ressource géothermique au travers d'un système échangeur. Donc tout d'abord, l'état hydrique. Donc, on va considérer ici deux cas extrêmes, un terrain complètement sec, un terrain complètement saturé. Donc la présence d'eau va vraiment jouer un rôle majeur, parce que dans un terrain sec, les vides vont être remplis d'air, et l'air a vraiment un rôle d'isolant, alors que l'eau ici va plutôt jouer un rôle de conducteur. Et ainsi, on retrouve des conductivités thermiques qui sont 4 à 5 fois plus élevées dans le cadre d'un terrain saturé. Donc, dans le cadre d'un terrain sec, on pourrait vraiment déconseiller l'installation de géostructures énergétiques, alors que dans un terrain saturé, l'installation pourrait vraiment être envisageable. La remarque suivante se base sur le processus de recharge thermique, qui est dans les principes fondamentaux des géostructures énergétiques, qui dit qu'à la fin d'un cycle annuel, la quantité de calories extraites d'un milieu durant l'hiver doit être plus ou moins égale à la quantité de calories réinjectées durant l'été. Et on doit avoir un équilibre thermique, et donc on ne doit pas provoquer de dérive du terrain. Donc 70 à 90% de l'énergie extraite sont des quantités qui ont été préconisées par Heuil des Fromentins dans le diagramme qu'avait présenté Yvon. Donc c'est vraiment dans ce cadre-là qu'on pourrait envisager l'installation de géostructures énergétiques. Donc un lien par contre existe entre ces deux paramètres, c'est la vitesse de Darcy. La vitesse de Darcy, si elle est supérieure à 0,5 mètres par jour, pareil, c'est une valeur qui est issue du diagramme de Heuil des Fromentins, pourrait permettre au milieu de se rééquilibrer de lui-même. On appelle ça la recharge thermique naturelle. Donc à ce moment-là, une utilisation en monomode, c'est-à-dire si uniquement un besoin en chaud ou un besoin en froid est nécessaire au cours de l'année, on pourrait vraiment l'envisager. Enfin, c'est sujet encore à de nombreuses études. Donc les points maintenant que je vais présenter sont des points propices aux situations à risque. Donc l'appréciation du degré d'importance est issue
de mon travail. Donc une croix sur un fond vert signifie que le risque est maîtrisable. 2 croix sur un fond orange signifie que le risque nécessite une grande vigilance. Et 3 croix sur un fond rouge signifie que le risque démontre une certaine criticité. Donc 2 types de situations à risque vont être présentées, le prélèvement de chaleur et la recharge thermique qui, dans une moindre mesure, pourrait être considérée comme une réinjection de chaleur. Donc le principal effet du prélèvement de chaleur, si celui-ci est de réaliser de manière trop importante, est tout simplement de baisser la température et d'entraîner par exemple une destruction partielle de la biomasse sous l'effet d'un possible gel, tout simplement. Sur la couche pédologique, qui est la zone qui est proche de la surface, une incidence très limitée a cependant été notée et observée et décrite dans la littérature. Enfin, par rapport aux eaux souterraines, également peu d'informations et peu d'effets ont été notés et décrits dans la littérature. Donc tout ça est principalement dû également, je voudrais revenir sur les effets sur les propriétés des terrains, c'est que une mesure dit qu'il faudrait éviter d'équiper les 2 premiers mètres des géostructures afin d'éviter toute influence sur la couche pédologique. C'est une remarque qui a été formulée dans différentes normes, notamment dans du SIA ou dans pas mal de documents. Donc ensuite, par rapport à la recharge thermique, les ressources, voilà, synonyme d'une augmentation là. Donc la recharge thermique est synonyme d'une augmentation de température liée à un déchargement de calories dans le sol, afin de ramener le terrain à un état d'équilibre thermique. Donc sur le même schéma que pour le prélèvement de chaleur, il faudrait, dans la mesure du possible, limiter l'équipement sur les 2 premiers mètres. Un possible retrait des sols argileux suite à une baisse de teneur en eau peut également être envisageable et constituer un risque avec une certaine incidence. Peu d'effets sur les eaux souterraines ont néanmoins été retranscrits dans la littérature. Donc, je vais maintenant présenter 2 études de cas. Donc, le dock Midfield de l'aéroport de Zurich en Suisse, qui est un des projets emblématiques de géostructure énergétique, et le projet du tunnel thermoactif d'Istanbul en Turquie. Donc, le projet du dock Midfield concerne la construction d'un nouveau terminal au sein de l'aéroport et qui a eu pour but d'accueillir 26 avions supplémentaires. Donc, le terminal, pour vous donner un ordre de grandeur, dispose d'une surface de 58 000 m². Donc, parmi les caractéristiques du milieu et donc la puissance, on va dire, exploitable, on observe des caractéristiques qui sont relativement favorables, et notamment la présence d'une nappe souterraine, et donc un terrain complètement saturé, une conductivité thermique égale à 1,8 watts par mètre Kelvin, une capacité thermique, elle, égale à 2,2 mégajoules par mètre cube Kelvin, et enfin une température initiale du sol estimée à 10 degrés. Par rapport à la puissance installée, sur les 350 pieux forés coulés en place que compte le terminal, 306 ont été activés thermiquement au moyen de 5 tubes échangeurs par pieu. Donc le diamètre des pieux va de 90 jusqu'à 150 cm. Quant à la longueur, celle-ci est de 30 mètres afin de pouvoir s'ancrer dans les moraines. Je voudrais également souligner le fait que la longueur de pieux activés fut uniquement de 27 mètres. Cela semble s'expliquer tout simplement par le fait que la pointe des pieux ne semble pas avoir été équipée afin de ne pas créer de sollicitation thermique en pointe de pieux. L'importance est en effet assurée en grande partie par la résistance en pointe et donc par l'ancrage dans les moraines. Donc des mesures ont été effectuées de 2004 à 2006 sur le système géothermique du nouveau terminal. Donc les résultats ont été présentés et analysés par le docteur Pahud au moyen du graphique situé à droite de l'écran. Donc en rouge, les quantités d'énergie initialement planifiées et en noir, les quantités d'énergie mesurées respectivement lors des cycles 2004-2005 et 2005-2006. La quantité planifiée peut être assimilée à la quantité d'énergie théoriquement exploitable, tandis que la quantité mesurée peut être assimilée à la quantité d'énergie réellement exploitée. On observe une importante différence dans le bilan des énergies entre les quantités planifiées et les quantités mesurées, ces dernières étant plus importantes d'environ 35 à 50%. Donc, le milieu a finalement fourni plus d'énergie qu'initialement prévu. On peut ainsi supposer que la puissance exploitable a pu être sous-estimée. Heureusement, le système échangeur définissant la puissance installée semble avoir été surdimensionné et a permis de récupérer toute la puissance réellement exploitable. Donc, ce qu'on peut retenir comme enseignement de cette différence relativement importante, c'est qu'il est parfois intéressant de surdimensionner le système échangeur. La deuxième étude de cas que j'ai choisi de présenter est l'étude du potentiel géothermique du projet de construction du métro d'Istanbul en Turquie. Donc, cette étude a été réalisée par Geodata en collaboration avec l'Université polytechnique de Turin en Italie. Parmi quelques-unes des caractéristiques géothermiques et hydrogéologiques, on retrouve notamment la présence d'une nappe souterraine sur le bassin turinois, avec une conductivité thermique maximale égale à 1,19 watts par mètre Kelvin pour la roche et une vitesse d'écoulement max de l'ordre de 0,2 mètres par jour pour le sol. Il a été utilisé lors du processus d'estimation des quantités de chaleur échangeable, des ABAC, se situant sur la droite de l'écran, et qui se base sur plusieurs hypothèses. Une vitesse de circulation du fluide caloporteur égale à 0,4 mètres secondes, une température d'entrée du fluide caloporteur égale à 4 degrés en hiver,
et à 28 degrés en été. Les tubes ont également été supposés espacés de 30 cm avec un enrobage de 10 cm. Donc 10 à 20 watts par mètre carré peuvent être extraits du sous-sol, tandis que 15 à 20 watts par mètre carré peuvent être réinjectés dans le milieu souterrain. Donc ces abacs constituent donc un excellent outil afin d'estimer en première approche le rendement de la structure et donc de la puissance qui est théoriquement exploitable. Il peut être retenu comme enseignement qu'une très bonne connaissance du milieu est primordiale dans le cadre d'un futur projet de géothermie afin d'être en mesure d'estimer au plus proche de la réalité le rendement du futur projet. Devant cette ordre de grandeur de flux géothermique, il a été statué sur la viabilité de l'utilisation de tunnels thermoactifs dans le cadre du projet du futur métro d'Istanbul. Le 4e chapitre va être consacré à la présentation du principe de coordination des différents acteurs en phase de conception pour un projet de géostructure énergétique. Et ensuite seront présentées des recommandations générales liées à la thématique de l'exposé. Voici donc le schéma qui explique le principe de coordination des différents acteurs en phase de conception. Donc, tout d'abord, nous avons le BET structure qui transmettra une descente de charge au BET géotechnique, qui aura lui-même pour mission de transmettre un premier dimensionnement des ouvrages géotechniques au BET géothermie. Au même moment, le BET thermique réalisera une analyse du besoin énergétique de la structure. Cette analyse sera ensuite fournie donc au BET géothermie, qui la confrontera à la puissance exploitable du milieu et assurera ainsi une réévaluation de la stratégie énergétique si le besoin n'est pas compatible avec la ressource. Au même moment, le BET géothermie fournira au BET structure des charges additionnelles liées aux sollicitations thermiques, lui-même qui aura pour mission de renvoyer une nouvelle descente de charge au BET géotechnique. On observe vraiment l'itérativité du processus qui aboutira uniquement à un dimensionnement définitif une fois que tous les acteurs seront satisfaits du dimensionnement. Donc, parmi les enseignements retirables de cette présentation, nous retrouvons les points principaux. Donc, afin d'assurer la bonne conduite d'un projet de géostructure énergétique, il convient d'intégrer la composante géothermique le plus en amont possible, si possible dès l'étude de faisabilité. Comme je l'ai entre autres montré sur la diapositive précédente, il faut impliquer tous les acteurs d'un projet de construction. Donc, je peux s'y limiter là sur la diapo aux acteurs en phase de conception, mais il faut vraiment impliquer tous les acteurs d'un projet, donc de la maîtrise d'œuvre, la maîtrise d'ouvrage, l'entreprise en charge des travaux, etc. Un projet géothermique, mais quel qu'il soit, cette remarque est applicable à n'importe quel projet, avancera seulement si tous les acteurs sont d'accord et avancent dans le même sens. Une connaissance parfaite du milieu est également nécessaire. Pour rappel, la puissance exploitable déterminée à partir des caractéristiques du milieu conditionne la puissance installée, qui elle-même est définie à partir du système échangeur. Enfin, je me permettrai de rajouter que la ressource géothermique est considérée comme une énergie renouvelable, mais attention uniquement si un soin particulier est apporté à son exploitation. Et enfin, je rappellerai pour conclure que cette présentation qu'il est indispensable de définir le système échangeur en fonction des besoins énergétiques et surtout des caractéristiques du milieu exploité, et donc la puissance exploitable. Je vous remercie de votre attention. Merci pour cette présentation. S'il y a des questions. Bonjour, Jean-Pierre Sanfratello, Colas. Vous avez évoqué essentiellement des solutions de tunnels, radiers, pieux, donc des solutions en béton. Pourquoi vous ne traitez pas le cas éventuellement de solutions de remblai avec des tubes échangeurs? Est-ce qu'il y a une raison à cela? Je me suis limité aux structures béton. Vraiment, c'était dans mon étude, là, dans la présentation, je me suis vraiment limité aux structures béton, donc je n'ai pas évoqué la possibilité d'inclure des tubes échangeurs dans un remblai. Mais effectivement, ça pourrait faire l'objet d'une future présentation. J'ai trouvé que cet exposé était particulièrement brillant, bravo. Et Jean-Claude Grèce, pardon, hydrogéotechnique. Juste un bémol, quand vous affichez que la température en général est de l'ordre de 12 degrés centigrades, faites attention parce que tout le monde dans la salle va repartir avec ça et on va tous partir du principe qu'elle est de 12 degrés centigrades. Mettez plutôt un chiffre en fourchette, 5 à 20 degrés centigrades. Et n'oubliez pas nos amis de la Martinique où ça peut monter jusqu'à 30 degrés centigrades. C'est important parce que ça doit poser question. Hein. Merci Jean-Claude pour cette précision. Une
Une autre question? Oui, Catherine. Catherine Jacquard, Fondasol. Vous n'avez pas parlé des bureaux de contrôle et de leur avis sur leur intervention dans l'acte de construire. Et quel est leur... enfin, je ne sais pas s'il y a des bureaux de contrôle dans la salle, j'en ai pas vu. Je pense que c'est un point important pour la validation de la technique. Par rapport au bureau de contrôle plus précisément, enfin, je vais plutôt parler de tous les acteurs en règle générale, c'est que tout le monde doit vraiment avancer dans la même direction et tout le monde doit être d'accord. Si, à partir du moment si quelqu'un va pas être d'accord avec ce procédé de géostructure énergétique, clairement on n'arrivera pas à la fin à une finalité, à un dimensionnement, tout ne sera jamais fait en temps et en heure. Et vraiment, le projet géothermique, il faut vraiment, dès le début, dès l'étude de faisabilité du projet, l'intégrer. C'est le plus rapidement possible et puis il faut vraiment que tout le monde soit d'accord. C'est vraiment quelque chose qui va de global, qui implique tout le monde, tout simplement. Pour rappel, il y avait des membres des bureaux de contrôle au sein du groupe de travail, en particulier Socotec et Bureau Veritas. Donc, si, il y a eu, les débats ont été parfois riches, sur, bon, on va dire riches, voilà, mais bon, finalement, le document, faut dire, il a été validé, il a été vu par... Sans trop de problèmes, finalement. Oui. Donc, on peut leur dire, globalement, effectivement, c'est souvent un problème, cette validation. On peut partir quand même, le guide a été accepté par la profession, relu par un certain nombre d'experts. Bon, donc, on peut au moins dire, on se conforme à ces recommandations. Nathalie Pozzi de Mathieu. Vous parlez du tunnel d'Istanbul. On peut savoir si c'est des voussoirs ou du tunnel tradi? C'était une... J'ai un doute sur la question. J'ai un doute. Je ne devrais pas dire de bêtises. Parce que c'est... Pour moi, là, c'est très différent d'équiper des tunnels tradi ou des tunnels faits avec des voussoirs. Oui. En tube géothermique. Il me semble que dans le cadre de ce projet-là, c'était des parois moulées, enfin une tranchée ouverte tout simplement qui avait été refermée après. Donc c'est pas un tunnel. C'est pas un tunnel, ouais, c'est pour faire passer un métro. Ouais, merci. Ouvrage fermé, linéaire. Vous avez présenté là, dans le projet de l'aéroport de Zurich et le métro d'Istanbul. Le projet le plus ancien en France, je crois que c'est le Cité du Design à Saint-Étienne. Dans le cadre de l'étude, vous n'avez pas réussi à récupérer des éléments sur justement ces performances ou pas, Il y avait beaucoup plus d'informations sur le dock midfield de l'aéroport de Zurich. Il y avait vraiment un retour d'expérience, il y avait vraiment des mesures qui avaient été réalisées. Je trouvais ça plus pertinent de présenter des mesures sur un système qui avait... Mais on en a... Enfin, est-ce que vous avez pu solliciter, je crois, EDF qui avait fait le projet, est-ce que vous avez pu les solliciter pour... Je parle sur la responsabilité des sociétés de fondation profonde en Tarière creuse. Et on sait qu'en Tarière creuse, on va limiter l'armature, on ne va jamais chercher juste toute la hauteur en termes d'armature. Là, vous dites en plus que les 2-3 premiers mètres ne devraient pas être équipés, parce qu'on perd trop d'énergie, si j'ai bien saisi. C'est que ça va créer des sollicitations thermiques. Enfin, oui, il ne faut pas les équiper en tête ni en pointe. Voilà. Pour éviter de Donc ça veut dire que sur un pieu de 10-15 mètres en Ile-de-France, en Tarière creuse, on va avoir 5 mètres d'armature, 6 mètres maximum, peut-être 10, allez. Et déjà, on n'équipe que la moitié. Donc en fait, c'est pour ça que je parlais de Saint-Étienne. Je ne sais pas comment ils ont fondé. Est-ce que c'est en forage boue, en Tarière creuse, je ne sais pas. Mais c'est bien aussi d'avoir peut-être d'aller glaner ces informations d'EDF, qui est le projet pour moi le plus ancien que je connais, pour vous comparer par rapport à la Suisse où ils vont plutôt en boue ou forêt avec des pieux préfabriqués,
où là, ils vont pouvoir équiper toutes les hauteurs. En effet, là, le port de Zurich, il y a je ne sais plus combien, 300 pieux, un truc comme ça. Et donc, en termes d'énergie, c'est important. Et en Ile-de-France, on fait beaucoup de pieux, mais finalement, on constate qu'on ne peut pas tous les équiper. Du coup, de puissance instantanée, ce que vous avez évoqué tout à l'heure, qu'on peut tirer, bah, finalement, on se retrouve avec très peu de linéaire, quoi. Après, là, les 3 mètres en pied de pieux pour le projet là, du Dock Midfield, c'était vraiment appliqué à ce projet-là. Dans le guide Syntec qui avait été établi, c'est plutôt de l'ordre du demi-mètre en pointe de pieux qui sont préconisés comme ne pas équiper. Donc c'est vraiment des quantités beaucoup plus petites. Donc sur un pieu de 10 mètres, effectivement, on se retrouvera à ne pas équiper de 2,5 mètres dans les plus grands cas. Et puis j'ai préféré, je trouvais que le retour d'expérience suisse était plus développé, donc j'ai préféré présenter le Dock Midfield. Ah oui. Bien, et en effet, pour moi, le projet de Saint-Étienne a été instrumenté par EDF d'un point de vue performance, peut-être pas d'un point de vue mécanique des sols et autres. Et ça pourrait être le bon retour d'éléments là-dessus sur son exploitation. Finalement, qu'on n'arrive pas à avoir. C'est vrai. D'autres questions ? Hamilton, les Conépons. Dans votre recommandation à la fin, vous avez parlé des ajustements des calculs structures après les calculs géothermiques. Vous avez parlé des charges additionnelles après les calculs géothermiques dans les calculs de structure aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez juste donner un peu plus des charges additionnelles dans l'étape 4? Est-ce que vous pouvez juste donner un peu plus de détails sur cette partie-là? C'est par rapport tout simplement à l'augmentation de contraintes, parce que en gros, quand un pieu va être bloqué en tête par la structure qui est au-dessus, ce qui est toujours le cas, des contraintes vont être créées à l'intérieur du pieu. Bon, je pense que les interlocuteurs qui vont présenter après pourront plus parler de la mécanique, parce que moi aussi je me suis concentré sur l'hydrothermie. Mais en soi, c'est ça, c'est des charges additionnelles liées aux sollicitations thermiques dues à la circulation du fluide caloporteur dans les tubes. Donc c'est vraiment lié à une augmentation de contraintes. Là, en ordre de grandeur, c'était de l'ordre de 3 mégapascales par exemple. Ça rajoute des mégapascales sur toute la structure. C'était ces charges-là que je considérais comme additionnelles. Bonjour, Stéphane Rendu, Société In Situ. Juste une remarque concernant les pieux. J'ai réalisé des fondations en micro-pieux géothermiques débouchants, ce qui permet de répondre à cette question d'adapter le besoin énergétique en fonction de la profondeur des pieux, en l'occurrence des micro-pieux portant la structure. Et mon système consiste à considérer que le micro-pieux ne tient qu'en frottement latéral, donc il est débouchant au pied, et il va chercher la conductivité. En l'occurrence, sur un chantier dans les Alpes, je suis descendu pour les micro-pieux à 10 mètres et pour la géothermie à 70 mètres. D'accord. Donc quand le terrain se prête à utiliser des micro-pieux, on peut résoudre le problème d'adaptation entre les besoins énergétiques et les besoins de portance. Voilà. Ça rejoint, Étienne Flavigny, ça rejoint la question que j'allais poser. Qu'en est-il des micro-pieux qu'on voit de plus en plus comme structure géothermique et l'application donc de techniques de micro-pieux? Je pense que la problématique autour des micro-pieux, ça va vraiment plus être mécanique, du fait de la faible section, le fait de faire circuler un fluide au travers des tubes échangeurs qui seraient installés dans le micro-pieux, ça pourrait créer des contraintes qui pourraient être préjudiciables quant à la résistance de l'ouvrage. Je pense que sur l'aspect mécanique, on pourra vous en parler plus tard.
Parce que vous travaillez en frottement latéral, donc ils ne sont pas bloqués en pointe. Ils ne sont pas bloqués en pointe, les micropieux. Parce que si jamais ils travaillaient en pointe, par exemple, le micropieux, là... Oui, mais s'il était bloqué... Enfin, le système marche très bien, et en l'occurrence, ce micropieux, je l'ai réalisé dans le cadre d'une reprise en sous-œuvre, pour compliquer un peu la chose, et voir si c'était vraiment... Enfin, compliqué. Il se trouvait que c'était nécessaire de faire une reprise en sous-œuvre. Donc le micropieux est droit, ils sont reliés par des longrines, et je vous dis, il descend 70 mètres, et il y a aucune... ce sont des micropieux, quoi. Donc de limiter à... On appelle micropieux jusqu'à 250 de diamètre, quoi. Voilà. Si ça intéresse quelqu'un, je vous laisserai mes coordonnées. La partie mécanique, c'est les 10 premiers mètres. Et en dessous, c'est la partie qu'on dirait sonde géothermique au sens un peu plus classique. D'accord. Vous avez D'accord. Ensuite, il met des bouchons, c'est-à-dire que la sonde descend sur le mètre, pomper la chaleur. C'est vrai que c'était... On n'avait pas imaginé cette solution dans les recommandations. Voilà, donc. D'accord. Okay, ouais, c'est intéressant. Mais... Ah, une dernière question. Bonjour. Je voulais juste rebondir sur la solution micropieux. Je me posais la question, c'était par rapport à l'exposé précédent, c'est l'interaction et les pertes géothermiques de fluide dans un micropieux. Les pertes géothermiques entre parce qu'on parlait tout à l'heure d'écartement de fluide. Oui. Et comment ça se passe dans un micropieux, voilà. Par rapport à l'espacement. Voilà, par rapport à l'espacement, parce que tout à l'heure on parlait d'espacement entre 20 et 40 cm. Dans un micropieux, comment ça se passe? Ça, pour le coup, c'est vrai que j'aurais plutôt vu des espacements entre 200 et 300 mm pour éviter de créer des courts-circuits, mais après, il y a peut-être des pertes, effectivement. Bon, c'est une question des micropieux reste ouverte. Je pense que le groupe de travail aura encore des sujets à l'avenir. Je ne sais pas s'il y a une dernière question. Excusez-moi, c'est Jean-Claude Grèce, hydrogéotechnique à nouveau. Juste une petite question. Est-ce qu'on est d'accord que pour des géostructures sous un bâtiment, en été, on peut envoyer des calories dans le sol? On est d'accord qu'il y a un processus symétrique entre l'hiver et l'été, et il n'y a rien qui s'oppose pour des géostructures énergétiques sous bâtiment d'envoyer des calories en été si on climatise le bâtiment. Bon, c'est la recharge, l'alternance des cycles. C'est même recommandé. Voilà. Si on veut que ça fonctionne dans la durée, d'essayer d'équilibrer entre les échanges hiver-été. Encore une question, non? Une dernière remarque. Ah. Il y avait une... Je reviens sur les retours d'expérience. On a mis en place sur le site du comité français Mécasol des fiches justement où vous pouvez remplir pour faire partager à tout le monde les retours d'expérience des chantiers en cours de réalisation ou ceux où on a déjà des retours. Donc les feuilles sont accessibles sur le fichier accessible sur le site du comité français de Mécasol.